L'homme qui a traversé des époques du football français. Il a inventé le sponsoring, il a inventé les droits télé. Il a 1000 histoires à raconter. Il y a un doc, un livre qui raconte sa vie. Jean-Claude Darmon est avec nous. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. On est ravis parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, vous allez pouvoir revivre quelques-unes des grandes histoires du foot français. Bon, comme on n'aura pas assez de temps, on les renvoie vers le doc, qui est quand même formidable, et qu'on peut regarder facilement sur Canal. On passe un très bon moment, parce que là, en 1 heure, on ne pourra pas faire tout le tour. Alors, je vais donner les références dans quelques instants. Mais juste avant, vous le savez, l'After est dans la saison de ses 20 ans. Et le climax de cette saison de ses 20 ans, c'est la croisière de l'After, fin mars. Oui, on fait une croisière, Jean-Claude. Ça peut paraître un peu inattendu, mais... Non, mais c'est plutôt sympa. C'est bien, c'est bien. C'est le 24 et 25 mars prochain et vous pouvez gagner votre cabine, venir avec nous sur le bateau, bien sûr. Tout à l'heure, on aura un petit quiz. Si vous voulez participer, vous envoyez After par SMS au 7 32 16. Tirage au sort et quiz tout à l'heure en fin d'émission pour être avec nous lors de la croisière fin mars. Alors, donc le doc, c'est sur Canal. Ouais. Ça s'appelle L'Argentier. Exact. Voilà, donc c'est disponible, vous pouvez aller le voir. Et le bouquin, c'est Jean-Claude Darmon, Destin. Avoir plus de rêves que de souvenirs chez Fayard. Je le montre à la caméra, c'est disponible là aussi. Donc, si vous êtes plutôt doc, vous avez la version image. Si vous êtes plutôt lecture, vous avez la version bouquin. C'est totalement complémentaire. Hein. Ouais. C'est évidemment la même histoire, mais c'est déjà plus personnel. Le livre est plus intime, c'est l'enfant, le fils, le père, tout. C'est différent. Jean-Claude, on va démarrer par ce qui s'est passé il y a quelques jours, évidemment la disparition de Roland, qui était avec nous dans les émissions encore il y a quelques semaines, qui a traversé lui aussi presque 20 ans d'after avec nous. Et vous étiez très proches, et notamment sur les dernières semaines avec Roland, donc on voulait en parler, évidemment, parce que c'est une grosse perte pour l'after, pour nous, et pour vous aussi. Et on sait également à quel point tu as été très important dans les derniers jours, puisque tu as également participé à l'organisation des obsèques. Et ce grand moment et ce rassemblement de tous les gens qui l'aimaient, on te le doit également en partie, même si on aurait évidemment aimé s'en passer. Donc déjà, pour nous... Oui, c'est des remerciements même. Voilà, pour nous qui avons été avec lui et aussi proches, moi j'ai même envie de te dire merci. Merci encore. Il n'y a pas d'amitié sans preuve d'amitié. Roland, je l'ai connu, il avait 16-17 ans. Il jouait à l'OM. C'était une beauté grecque, hein, ce mec. Voilà. Il me déroutait. Je vous rappelle que Roland, pour jouer en Grèce, s'est trouvé un arrière-grand-père grec, à son âge. Il a fallu qu'il cherche beaucoup, c'est vrai, mais il l'a trouvé. Donc c'est un personnage hors série. Et donc, j'ai été avec lui tout le temps, et dans les grands événements, heureux, et quelquefois malheureux, car vous savez que la seule fois où j'ai connu la garde à vue, c'est-à-dire la prison, je le lui dois. Car Roland, ça, c'est la caisse noire à Toulon. Sans limite, sans limite. Oui, c'est l'histoire de la caisse noire de Toulon à l'époque. Oui, évidemment. C'est la caisse noire de Toulon, c'est aussi la mienne, alors que je n'avais pas fait de caisse noire. Jusqu'à la fin de ces derniers jours, c'est-à-dire 48 heures avant qu'il disparaisse, j'étais pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours avec lui, au téléphone, ou quand il venait au bureau, il me parlait, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Les médecins ne connaissaient pas sa maladie. Il avait des difficultés à respirer. Mais il avait toujours le moral. Cet homme était incroyable. Il souffrait, c'est vrai, mais il avait le moral. Et puis, vous savez, il est parti, voilà. Quand il est parti, ça a été un crève-cœur pour moi. Vraiment, je vous le dis très honnêtement, je ne pensais pas qu'il avait tel poids dans ma vie. J'ai tout organisé à la Madeleine. J'ai bien tout, sans exception. J'ai beaucoup aidé pour Marseille, jusqu'au début de la crémation, et ça m'a vraiment marqué. Et aujourd'hui, franchement, je paye un peu comme une espèce de morale à zéro, parce que cet homme, vous le connaissez aussi bien que moi, qui vous emportait dans sa folie, car Roland était fou. Fou de joie, fou de vivre, fou de passion. Et en matière de football, c'est pas vous que je vais apprendre ça. C'était un génie. Il savait tout faire. Daniel, pardon, mais en fait, c'est difficile. Bon, comme évidemment, nous, on était au contact avec lui quotidiennement comme vous, mais c'est difficile de mesurer le poids qu'il avait dans le foot français, en fait, au final, de travers toutes ces années. Coach, consultant, le Roland joueur, c'est tellement loin que bon, on s'en souvient plus tellement, mais il pesait lourd, quoi. Oui, voilà. Écoutez, très honnêtement, jusqu'à aujourd'hui,
que ce soit les réseaux sociaux, la presse, etc., on parle encore de lui. Il a fait la une de l'équipe. J'étais surpris. Pas étonné, mais surpris, parce que il était décrié, certains l'aimaient, d'autres ne l'aimaient pas, d'autres considéraient qu'il était un peu noir, un peu gris, un peu rose. Il a entraîné les joueurs vers un système de jeu où lui seul connaissait la méthode. Roland était un très bon entraîneur. C'était un meneur d'hommes. Il avait le mot juste, c'est incroyable. Comme moi, il n'avait fait aucune étude. Mais on avait l'impression qu'il avait quelque chose en lui qui spontanément trouvait la juste valeur, le juste mot. Tactiquement, on l'a vu, il a fait des choses tactiques. On parle de ce match mythique contre Montpellier, le fameux 5-4. Vous connaissez l'histoire. Oui. Il nous l'a raconté 100 000 fois. Il y a plein d'anecdotes que j'ai hâte d'entendre, mais celle-là, c'est bon. Il faut que je vous dise, mais ça, je sais que vous l'avez vécu, parce que vous êtes chamaillé avec lui. Il avait un dernier hobby, c'est le fameux, je crois, 3-1 ou 1-0. C'est bon, ça. On va pas revenir dessus. Non, surtout pas. J'ai toujours pas compris. Il m'a saoulé. Il m'a dit, mais c'est pas un match nul. J'ai dit, mais attends, c'est pareil, sauf le goal average où il y a 2 points d'écart. Mais non, mais tu comprends rien. Donc, et un jour, j'allais aux toilettes et j'ai laissé le téléphone dans le salon. Je suis allé tous les jours me foutre aujourd'hui, il continue à parler. T'inquiète, il n'a pas besoin de moi pour parler. Maintenant, on va parler de toi, Jean-Claude. Juste le dernier mot pour Roland. Sur le côté, alors pas foot, mais de sa vie qui est un roman, puisque les plus intimes le savaient. Allez lire Nice Matin ce week-end. Elle n'a jamais parlé. Enfin, dans les médias italiens, oui, moi j'avais lu, mais son ami, l'un des amours de sa vie également, la comtesse Maria Luisa Rizzoli, donnait une interview qui est absolument étourdissante sur la vie et ce qu'était Roland. Et ça, c'est des choses que le grand public ne sait pas, pour le coup. Non, je pense qu'on sait énormément de choses sur lui, mais ça, il y avait vraiment que les intimes qui savaient. Qu'il a fait une soirée avec Donald Trump, là, pour le coup, je pense que même lui, il a été oublié. Mais c'est dans l'interview. Pardon, mais il faut vous dire que 3 jours avant sa mort, il m'a dit, Jean-Claude, il faut que j'aille à Monaco. Il m'a dit, j'ai besoin d'argent, il faut que tu m'aides, parce que la comtesse, elle est au ras des pâquerettes, elle a un appartement qui coûte 5 000 € par mois, on n'a pas un centime, il n'y a que moi qui le finance, etc., etc. Et à la Madeleine, au sortir de la Madeleine, mon téléphone sonne, c'est elle. Ah oui. Et elle me dit, je dois vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour lui, surtout pour moi, etc. C'était touchant, très touchant. Cette femme, c'était une très belle femme milliardaire, qui jouait comme Roland jouait. On ne sait jamais qui a décidé de l'emmener, elle ou lui. Elle dit que c'est elle qui lui a fait connaître les casinos et la grande vie. Ah oui, ça c'est sûr. La grande vie, c'est sûr. Le casino, je ne savais pas, mais voilà. Bon, alors, l'histoire du sponsoring, Jean-Claude, pardon, on la connaît par cœur. Oui, c'est vrai. J'imagine. Parce que, pour les publicités, les panneaux, du stade, les panneaux, et le fait, les maillots, les maillots, les droits télé, la façon dont les clubs ont fait rentrer de l'argent dans les caisses, alors qu'ils étaient extrêmement réticents, que la Ligue n'était pas pour le business. Oui, ok, Jean-Claude Darmon a inventé le foot business en France. C'est vrai. Vous avez vu arriver les présidents. Les nouveaux présidents, Lagardère quand il arrive, Bernard Tapie, les Gervais Martel, toute la nouvelle génération des présidents qui ont voulu faire du business dans le foot, vous les avez accompagnés grâce à ces nouvelles rentrées d'argent. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'invention, de quelque chose de visionnaire dans le foot. Nous, on s'était dit avec Gilbert, avec Jean-Louis, bon, si on prenait des anecdotes, des moments de votre vie, les autres iront voir le doc, ils comprendront tout ça. On a choisi quelques moments forts. On fait quoi le premier? Ils comprendront aussi comment Jean-Claude a expliqué au président de club qu'avoir du foot à la télé, c'était bien pour les clubs. Ah oui, mais ça, alors ça c'est vrai. Oui. Alors, ça c'est quand même un truc. Le président ne voulait pas que le foot soit à la télé. Alors, non seulement il ne voulait pas, mais ils étaient vent debout. Et ils avaient une référence. Il y avait eu un match à Rennes, un dimanche après-midi, pluvieux, où Rennes a dû faire quelque chose comme 600 spectateurs. Ils ont dit, pourquoi c'était télévisé, donc par TF1 un dimanche après-midi. C'était les fameux matchs de Michel Denisot, il devait y avoir un tous les 4, 5, 6 mois. Ouais. Ils ont décidé plus jamais. Et donc, moi, je partais d'un principe différent. À savoir pensaient que le foot à la télé viderait le stade.
Ouais, Ça a longtemps été c'est une ça. théorie dans le Et moi, football, ma théorie était différente. Je leur disais, si au Galeries Lafayette, il n'y a rien dans les vitrines, on ne sait pas quoi acheter, les gens ne rentrent pas. Donc, puis dernier point enfin, si on veut magnifier le football, si on veut faire aimer le football, il faut montrer la forte émotion que ça dégage et la force technique de ce sport, qui déjà à l'époque, c'était déjà plus le sport de Copa, de Fontaine, etc. Ça allait déjà un peu plus vite, ça jouait techniquement très fort, etc. Et j'ai réussi à convaincre Jean Sadoul. C'est vrai aussi que j'ai été aidé par Canal+, qui est venu quand même en 84. C'est plus facile. Canal est une chaîne codée, donc il y avait moins de pertes, entre parenthèses, de spectateurs. D'ailleurs, il n'y en a pas potentiel, eu. oui, parce qu'il fallait payer pour avoir Canal. Ouais. Mais ça a quand même très très bien marché, et on a eu un flux d'argent hyper important qui nous a amené à sauver un peu ce football, parce qu'à l'époque, nous vivions uniquement de subventions municipales. On n'avait rien. Le ticketing et les subventions municipales. Puis on avait en plus, évidemment, au noir, les sandwichs. Les sandwichs au noir. Et le vin rouge et tout, au FC Nantes. Parce que ça se payait en cash, donc c'est... Mais oui. Nous, on avait un mec à Nantes, avant que j'arrive, la recette était nulle. Le jour où j'en suis occupé, j'ai mis une grande table, des grands tréteaux, que des verres comme ça, avec la bonbonne, je remplissais comme ça. Et on vendait à je sais pas combien, etc. Et il y avait une jeune fille extraordinaire qui devait avoir 16 ou 17 ans, elle vendait des sandwichs à 20 balles. On faisait une recette de folie. Mais quoi, ça, il n'y avait pas avant? Il n'y avait pas de buvette, il n'y avait pas de sandwich? Oui, mais moi, j'étais dans l'industrie. Ah oui, d'accord. Il l'a organisé, on va dire. En 15 minutes, qu'est-ce que tu veux vendre? Qu'est-ce que tu veux vendre en 15 minutes? Moi, en 15 minutes, j'ai compris qu'il fallait mettre des tréteaux de 4 mètres, de 4 km, et commencer à faire. Alors là, vous devenez un personnage essentiel dans le foot français. Moi, les commentaires de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui, à chaque fois, trouvaient le moyen de caser votre nom en disant le grand argentier. Moi, quand j'étais petit, il y avait un pari, là, non? Il y avait un chat, et il fallait qu'il vous cite. C'est de l'amitié. Alors, attends. C'est plus que l'amitié. Là, je parle de Thierry. Thierry, c'est le seul qui m'ait accepté, tout gamin et pauvre. C'est-à-dire que je le bluffais. Alors que c'était une star, hein. Il m'a défendu au FC Nantes dès que je suis arrivé. C'est incroyable. Jean-Michel vous le dira, parce que Jean-Michel... Nantes, c'est votre club de base. Ah bah oui, il faut le dire. C'est là où l'histoire commence. J'ai tout réinventé au FC, tout inventé et réinventé au FC Nantes. Jean-Michel vous le dira. Moi, Jean-Michel était sceptique bien après, parce qu'il est arrivé bien après. Puis Jean-Michel s'est rendu compte que les services rendus au football, ça le bluffait aussi. Et Jean-Michel, c'est pas facile. Hein. Oui, autant Thierry avait un cœur plus gros que lui, tu sais. Alors, je reprends l'avis, moi, de Jean-Claude, d'un peu dans l'ordre. Docker. Exact. Pour démarrer Docker à Marseille. Oui, exact. Mais je suivais les cours du soir de l'école de commerce quand même. Je n'étais pas un âne batté. Je m'accrochais quand même. Et ensuite, surtout, vendeur. Et en fait, vendeur, finalement, vendeur toute votre vie. Parce que. C'est vrai. J'ai pas honte. Hein. Le fond du truc de vendre des sponsors, vendre des panneaux, vendre les droits télé, vendre le foot, quoi. En fait. Vous l'avez dans le sang, ça, en fait. Oui, c'est vrai. C'est exact. Oui, tout gosse, j'avais vendre. Et alors donc il y avait cette fameuse expression qui me faisait fantasmer quand j'étais gamin, que j'entendais Thierry Roland, puisque c'est ça que j'étais en train de dire. Donc il dit le grand argentier du foot français. Donc moi j'imaginais, en plus on connaissait pas un mec blindé. Non, moi aussi j'ai mis du temps à comprendre. Moi j'imaginais oh, le mec, putain, il a de l'or qui lui tombe dans les. C'était pas faux. Hein. J'imagine qu'à un moment, c'est un moment tu gagnes ta vie, évidemment. Mais bon, en plus c'était un peu mystérieux parce qu'on ne connaissait pas votre tête finalement. Il n'y avait pas à la télé, on passait pas beaucoup de voilà. Je disais mais c'est qui ce grand argentier, ce type enfin, bon bref. Donc vous devenez quand même un personnage essentiel du foot et ça c'est notre première anecdote dont il faut qu'on parle maintenant. Le foot français commence à devenir très important. Il y a eu Séville, il y a eu l'Euro 84, la Coupe du Monde 86. La suite de Michel Hidalgo est assurée par Henri Michel. Exact. Ça se passe très très mal. Oui. Et là, évidemment, vous êtes dans le coup. Il y a ce fameux putsch. Oui. Parce que vous êtes proche de Claude Bèze. Octobre 88, hein, c'est ça. Et là, il y a des gens qui décident que ça ne va plus en équipe de France. Ça se passe pas avec le président de la Fédé. Ça se passe avec les influenceurs de l'époque. Jean-Claude Darmon, Claude Bèze, Jacques Vendroux. Qui en a d'autres dans le cercle des influenceurs? Daniel, t'as dit vous parlez de 88 là. Il faut que je vous raconte l'histoire parce que donc là, on renverse Henri Michel, on met Platini. On renverse Henri Michel pour mettre Platini. Une seconde. D'abord, il y a deux faits. Le premier, c'est qu'on joue contre Chypre
Oui. Toutes les équipes jouent contre Chypre. La victoire est acquise Bien d'office. sûr. C'est le nombre de buts qu'on ne sait pas. Ouais. Et nous, on perd 1-0. Non, nul un Ouais, partout. nul non, un, nul un nul un. partout. Nul un. Mais c'est comme une défaite. Quand je bois le partout. soir, Ouais. je suis très mauvais. Nul un. Et deuxième, c'est que Mickey, il a un problème avec Eric Cantona. Au sortir du terrain, il le sort. Et l'autre le traite de sac de merde, etc. Et c'est une catastrophe. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Bon, c'est pas le but. Et Henri Michel, vous l'appelez Mickey. Oui, bah oui, je l'ai vu gamin. Hein. Ouais, non, Bah, ok, j'étais- ok. Non, mais c'était pour qu'on suive bien. Pardon. Non. Et là, Oui, en plus, c'est quand même quelqu'un que vous avez admiré parce que c'était la Ouais. vedette de Nantes de votre enfance, enfin, Star. de votre jeunesse. C'était la star. Star. Michel, c'était Ouais. le gars beau, Oui, le bon mais joueur de foot. malheureusement, Mais bon, le sélectionneur, ça n'a pas marché. Oui, et puis il avait quelques travers, malheureusement, qui après l'ont Oui, on le l'ont sait, rattrapé. ouais, Mais donc, je ne veux pas parler de ça. Oui. Je reviens à cette histoire. Donc, tous les éléments nous amènent à penser qu'il n'y a aucune autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui encadre l'équipe de France. Et ça, c'est vrai. Claude, équipe Girondins de Bordeaux, l'équipe... Bordeaux, c'est un peu les patrons de la Ligue 1 à l'époque, quoi. de la Exactement, D1, quoi. exactement. Ils sont trois, ils sont Borelli, Roger Rocher, lui. Et vous Et- êtes très proche de Claude Bèze. Ah oui, je suis ami avec Rocher, à ce moment-là, il n'est plus à Saint-Etienne, c'est fini. Hein. Il y a eu la caisse noire et tout. Saint-Étienne, c'est un peu fini à Tu crois 88. Ouais, je pense que Roger Il y a Rocher, Tapi est qui est plus- arrivé, mais qui n'est pas Tapi est encore arrivé, le mais grand il est pas Tapi. encore- il n'est pas encore mis un- dans la boucle. Bon, peu importe, on s'en fout. Si ce n'est que je reçois un coup de téléphone de la part de Fournier Fayard, Président de la Fédé le à l'époque. pharmacien. qui me dit il faut que tu viennes me rejoindre à la hauteur Georges V. Urgence. J'arrive, il y a Gérard Houillet et lui. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai eu Jean Sadoul, Claude Besse, qui va arriver d'ailleurs. Jean Sadoul, c'est président de la Ligue. Oui, président de la Ligue. Et il dit Gérard me dit que Jacques Brandou l'a appelé pour dire que Michel Platini serait prêt à venir. Michel, c'est pas ma tasse de thé, vous le savez tous. Hein. Mais Mais ça faudra qu'on en parle d'ailleurs parce que notre idole, Oui, on y Platini, reviendra. Oui, mais- c'est le seul gars qui finalement n'est pas dans votre. oui, Mais bon, on en parlera. Je vous en Avançons. parlerai. Donc, je trouve que pour l'équipe de France, c'est bien. Je pense que techniquement, je vois pas pourquoi il serait plus mauvais qu'un autre. Et je lui dis, ouais, écoute, oui, pourquoi pas. Il me dit, d'autant que Claude a accepté d'être le patron manager, en quelque sorte, de cette équipe. Ah oui, Claude Besse, qui est Besse. président de Il devient- Bordeaux, va être manager. Il du devient club. manager. Oui, je me souviens de ça. Donc, Et on il a- promet de faire revenir Tigana. Il n'y a pas ce Peut-être. truc-là Ouais, enfin, qui avait quitté les Bleus, Jeannot, je- bah oui, je sais pourquoi. Hein. Avec Michel Hidalgo, ça n'allait pas, mais avec Platini, encore moins. Voilà. Oui. Il va faire la carrière de Platini, puisque le but contre le Portugal, c'est lui qui le marque. Hein. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. mais c'est pas On grave. est d'accord, On c'est lui sera qui jamais marque. d'accord là-dessus, on sera jamais C'est lui d'accord. qui marque. On sera jamais d'accord. On s'en Vas-y. fout. S'il Mais fait donc, pas cette mais donc saison- Ventoux Finis- suggère finis- Platini à finis Claude son histoire. Bèze. Voilà, donc on se retrouve tous confrontés au fait que c'est inévitable, il faut changer les structures, etc. Et on est en championnat d'Europe demain matin. Donc Michel devient donc très vite le patron de la sélection. Alors qu'il n'a aucune expérience d'entraîneur à ce Ah non, moment-là. aucune. Pas Et le Gérard moins. Rouillet est donc son Et, adjoint. et donc son adjoint, et d'ailleurs Gérard va donc le remplacer. Absolument. Et il va prendre Aimé Jacquet comme adjoint, qui va aussi le remplacer, etc. Enfin, l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Donc voilà la véritable histoire. Mais pourquoi on a parlé de putsch autour de cette histoire Faut qu'on fasse une pause. Pourquoi on a d'accord. parlé de putsch? Oui. Oui, à l'époque, on disait Bah le oui, on putsch disait le d'octobre. putsch de Parce 88. qu'on a l'impression que c'était un coup de force. Parce que c'était des gens qui ne devaient pas prendre ce genre de C'était le putsch décision, a de- priori. le Oui, mais putsch de- Normalement, Fournier Fayard, il aurait dû en tant que patron, il aurait dû dire bon, allez, Henri Michel, ça se passe pas bien, Chypre, Oui, mais c'est ça, lamentable. oui, mais- Allez hop, tu dégages, on quelqu'un d'autre. Paix à son Pourquoi il y a âme, eu ce truc paix à son âme, il n'avait pas la force, le caractère pour faire Ah, ça. ça, on est bien Donc- d'accord, c'est ce donc, que je pensais il, aussi. Il oui. est, Donc tout le venu monde s'en chercher, mêlait. il est venu chercher Darmon, il est Claude Besse et Jean Sadoul qui était un mec. Voilà. Donc voilà, et comme il y avait une solution de rechange avec un duo Houillet-Platini, franchement, donc le push a été inventé par le joueur de l'équipe. Il n'y a pas de push. Enfin, Ah oui, c'est eux qui avaient titré le mais putsch. évidemment, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'information. Mais alors quel est le problème avec Platoche? Pourquoi est-ce que vous avez jamais réussi à Bon, ouais, matcher c'est tous 98. les deux? Le business autour de la Coupe du Monde, il n'a pas voulu vous mettre dedans. C'est absolument faux. Ça remonte à 92. Je dis pas une connerie? Non, 92, c'est je dis l'euro. une connerie. En 82. Ah oui. Tant Ah que oui. ça. Oui, en 82. Mais comment vous avez pu vous fâcher avec la légende du foot français? Je me suis pas fâché. Il s'est fâché.
nous avions un problème avec Philippe Piave. Je vous rappelle l'histoire. En 78, l'équipe de France va jouer en Argentine. Bravo. Tu connais tout. Donc, ils ont un problème grave, parce que c'est la gestion des droits, c'est le syndicat des joueurs qui l'ont. Ils font faillite dans cette affaire, ils sont traités, etc. Et donc, Fernand Sastre, l'un des plus grands présidents que nous ayons, et Jean Sadoul, décident de monter une structure spéciale avec Philippe Piab, représentant les joueurs, et moi, Jean-Claude Darmon, représentant le groupement des clubs professionnels. Était déjà là, parce que comme il y a un an, il était déjà à jouer un rôle important dans l'élection de la Brune, pour dire quand même. Philippe, il a été président pendant 145 ans. Ouais. D'ailleurs, dès qu'on le sort de l'hospice, il reprend la présidence. Donc, on va créer cette société, mais Plétini dit, moi, je ne suis pas d'accord. Je veux que Génessar, son représentant, quoi, à l'époque. Ouais, en quelque sorte, soit dans cette société. Donc, pourquoi pas? On le met dans cette société, et bon, Génessar n'apporte aucun, mais pas un seul sponsor, mais il fait le matador, il dit partout que c'est lui, alors que le compte de service, c'est moi, évidemment. Et c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Là où ça devient grave, c'est que j'ai une proposition de Devanlay, Lacoste, pour faire des t-shirts. Et Devanlay propose 100 balles, 1000 balles, peu importe. Et donc, je dis, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Tous les trois, on le fait. Et lui, il dit, non, nous, on a 10 Platini. C'était sa marque. C'était sa marque. Ils étaient dans le sud-ouest. À prix égal, c'est nous, il n'y a pas de raison. Je dis, oui, il a raison. Non, il a raison. Il y a pas de... Pourquoi? Michel, tout. Et donc, on lui donne le contrat qu'il doit signer. Il doit le signer. Quasiment 1 mois, 2 mois avant la Coupe du Monde, 3 mois avant la Coupe du Monde, je dis, qu'est-ce que tu fais du contrat? Il dit, non, mais nous, on est en faillite, non, je peux pas, je donnerai 100 balles. Je dis, non, mais tu plaisantes, tu prends pas des comptes, toi. Donc, on réunit Fernand Sage, Jean Sadoul et Philippe Piaf. Philippe est encore vivant, donc on peut lui demander, et on dit, on peut pas le garder. Parce qu'il ment, il nous apporte rien, et il vole l'équipe de France. Et quand je dis que c'est lui, c'est pas Michel, hein. Oui, c'est pas Michel, hein. C'est Génessar. Hein. Et donc, on va l'annoncer à Michel, pas moi, les présidents. Eh bien, il va me harceler pendant 45 ans, il va me haïr. Ouais, parce que Michel défend son ami, en fait. Michel est toujours ses relations avec ses amis. Alors moi, attendez la question. D'autant que Michel passait une période de sa vie la plus difficile qui soit. Alors, mais non, mais parce que moi, la question, donc, c'est une histoire de business où vous n'êtes pas mis d'accord, ou est-ce que c'est pas, entre guillemets, ce que vous représentez et ce que lui représente? C'est-à-dire que lui, il défend toujours le foot, les footballeurs, etc. Et vous, non, mais vous faites entrer les droits télé qui perturbent quand même certaines habitudes, le calendrier, ce genre de trucs. En Italie où le business est exactement. Oui, mais là-bas, il a toujours aussi défendu le foot et le jeu. Quand même, quand il était là. Non, mais c'est pas ce donc c'est une histoire de business. Non, c'est juste cette affaire-là. Voilà, cette affaire-là. Puis il y en a une deuxième, toujours dans cet état d'esprit, quand je traitais avec Brandt pour l'ensemble des joueurs. Dans mon dos, il allait traiter avec Thompson pour Michel. Et il faisait une campagne, il n'avait pas le droit. Donc tout ça, c'était pas normal. C'était pas normal. Honnêtement, je suis un pauvre con parce que j'aurais dû le laisser passer, on s'en fout. Mais je suis pas capable. Voilà. Et Philippe Piaf non plus n'était pas capable. Et bon, à moi, il m'en a voulu toute une vie. Mais Platini sont toujours potes. Non, on y arrive. Non, pas du tout. Non. Je peux terminer. Il en a voulu à Philippe autant qu'à moi, sauf qu'à un moment donné, il a eu trop besoin de Philippe et des joueurs. Et donc, il a basculé à ce que Philippe, ils se sont arrangés, et moi, j'étais le démon. Bon, en tout cas, vous avez 2 personnages importants. Bon, lui, c'est la légende du foot français. C'est vrai que dans le doc, vous avez au moins l'élégance de ne rien dire du tout. Jamais. C'est comme si c'est même très étonnant. On se dit, tiens, son nom n'est même pas cité une fois. Non, c'est vrai. On le sait, parce que nous, on le sait que vous n'êtes pas. Mais ce qui est étonnant aussi là-dessus, c'est que c'est un champion hors norme, et vous adorez aussi les champions. Ça d'ailleurs, dans le doc, ça se voit. Il y a le business, mais il y a aussi. Oui, mais bon, à un moment. En fait, il me faisait payer le comportement de son. Et c'est pas pour l'argent qu'il l'a fait, hein. Il l'a pas fait pour l'argent. Par amitié. Par amitié, parce qu'il passait une période très dure de sa vie, et Génessar était là, c'est quelqu'un qui lâche de pas lui. ses amis, donc voilà. Non. Ouais. Très honnêtement, je suis peiné qu'il ait cette. Il n'y a rien qui justifie son attitude, mais rien. Je me suis toujours bien comporté. Après, on nous parle des joueurs et tout, etc. C'est pas vrai. Voilà. Très bien. Bon, joueur, parce qu'on voit dans le doc votre amitié par exemple avec Robert Pires, donc ça veut dire que vous avez traversé avec Kimpembe aujourd'hui. Oui, c'est normal. Moi, j'aime les joueurs. En fait, pour être très honnête, j'aime le football.
J'ai un problème d'ailleurs. J'ai un problème quand je vois une équipe. Je vais vous parler du match PSG contre le Havre. Je regarde le match avec 2 de mes amis de ponte et je lui dis le Havre a une belle équipe. Il joue bien au football. Et je me fais incendier, évidemment. Car la résistance du Havre est telle qu'à un moment donné, ils sont toujours 1-0, paf, ils prennent 4-0. Mon ami me raille, se fiche de moi. Et il me dit, mais tu comprends rien au football. Hein. Je ne veux pas lui répondre, il y a du monde. Puis quand on est seul dans la voiture... Je ne veux pas lui répondre, il y a du monde. Quand je suis seul dans la voiture, je lui dis, dis-moi, tu as déjà vu une 2 chevaux dépasser une Ferrari? Le Havre a 24 millions de budget. Le Paris Saint-Germain a un budget 100 fois, 200 fois plus. C'est normal, mais ça ne les empêche pas. J'aime le beau jeu. Alors, en l'occurrence, c'est votre ami qui n'avait pas compris grand-chose, mine de rien. Moi, je ne l'ai pas dit. Dans un instant, on revient avec... Le gros dossier, c'est quand même Tapi. Parce que lui, pour le coup, ça a été votre ennemi. C'est vrai. Et il y a autre chose qu'on le dire voudrait. tout de suite, je suis 100% de votre côté. Moi, il y a un truc qui me fascine. C'est comment est-ce qu'on arrive à tisser des réseaux. C'est dans le documentaire, à un moment, il y a un tour de table, il y a Jean-Claude Van Damme, Il y a Kim Pembe. Enfin, il y a des gens d'univers totalement différents. Non, et surtout, si on fait toutes les époques, alors on compte même pas, parce que de vrai. Johnny aux sportifs, tous les milieux, vous avez touché à tout. Quoi, donc, Mais c'est quoi le secret si vous pour, aimez rencontrer les gens, pour Non, il y a... avoir des amis aussi divers. et d'été aussi. Hein. Ouais. Le sport, c'est de l'émotion. Lino, il jouait au foot. Il jouait arrière-gauche. C'était pas le meilleur joueur du monde, mais il a une passion démesurée pour le football. C'est devenu mon copain grâce à Norbert Sada. Par le foot. Évidemment par le foot. Et c'est devenu mon ami. Lino était mon ami. Mais Johnny, il n'aimait pas le foot, Johnny. Non, il aimait le rugby. Ah bon? Je l'ai amené à la demi-finale au Pays de Galles voir les Blacks se faire battre. Et il a, j'allais imiter. Il avait un truc pour le football. Il venait donner le coup d'envoi. Il me dit ah, tu m'emmerdes. Hein. C'est le jour où je lui donne un coup d'envoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Au journal de 20h, je lui demande de faire le coup d'envoi de l'équipe de France. Et il est là, on est en train de déconner, tout ça. Et il arrive le type de TF1, il lui dit monsieur Hallyday, vous ne pouvez pas dire un mot, tout ça. Je dis non, ça va. Il dit mais non, ça prend qu'un mot, etc. Quel est votre joueur préféré? Ah oui. Tu connais l'histoire, hein? Oui. Zazie. Il dit bah c'est Zazie. Alors l'autre dit oui bah c'est ouais. Alors bravo, etc. Et là. Ah mais le foot, ça lui était totalement étranger, c'est fou. Et là, j'ai des photos prises par le photographe. Au moment où il commence à dire ça, où on finit, il faut que je vous les montre ces photos. On est mort, mais mort de rire, plié de rire. Et après, il va donner son coup d'envoi, voilà. Ouais. Bon, Tapi. Oui. Alors parce que quand il arrive, il veut être non seulement le patron du foot français, Tapi c'est également le business, mais vous êtes déjà là. Oui, je Donc suis. ça va être quoi? Ça va être forcément l'affrontement, il va arriver. Et l'affrontement, il a eu lieu, et comme il a fait avec Bez et comme il a fait avec tout le monde, ça peut que se terminer dans le sang. Oui, mais je pense que vous avez raison. Quand il vient, moi je suis déjà en contrat, parce que j'ai sauvé les minots grâce au sponsoring et à l'argent que j'ai apporté pour les sauver, parce qu'on disparaissait. Donc j'avais un contrat. Et quand il vient, franchement, il est séducteur avec moi. Il me traite bien. Il me traite bien, mais il sait que j'ai un passé de pauvre, et il me traite comme Capone traite Frank Nitti. C'est qu'il croit que voilà, je suis capable de tout faire à tout moment. Vous êtes un faire-valoir, en fait, que vous dites dans le doc, oui, à ses yeux. Oui, il a du mal, tout doucement, pendant 2-3 mois, il a du mal à me choper, tu sais, à me serrer. Et il a une invention extraordinaire. Il va vendre à un seul sponsor tous les panneaux, une seule marque tout autour des panneaux. Sponsor unique. Un sponsor unique, avec journée unique, 1000 places. Enfin, voilà. Et évidemment, ça ne marche pas, puisqu'il met toutes ces sociétés, because ça ne peut pas marcher. Et je me rends bien compte qu'on va aller. Ça va mal se terminer. Donc je lui dis écoute, on va arrêter.
Et il me donne rendez-vous dans son bureau. Et il me dit non, tu restes avec moi, c'est parce que tu es le plus fort. Non, mais moi, tiens, en contrat. Je dis non, il faut qu'on se sépare. Et j'insiste tellement qu'on finit par se séparer. Et là commence vraiment la guerre. Il me fait une guerre à outrance, alors que je ne suis pas président de mon club, je ne fais pas de la politique, je ne suis pas à l'OM, parce que d'un coup, je ne suis quasiment plus à Marseille. J'habite Paris, j'ai une autre dimension, etc. Parce que vous, à la base, vous venez de là-bas quand même. Oui, je viens de Marseille, de Cassis en vérité, puisque je me suis marié à Cassis, enfin bref. Parce que vous représentiez le business, en fait. Oui, non, je représente le business, pas seulement. Je représentais aussi... Le mec en place dans le foot, et c'est lui, il veut être le cadre. Adoubé par la Ligue et la Fédération. Je faisais partie de la famille. Hein. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, quand vous parlez de Pires, quand vous parlez, etc., je fais partie de leur famille. Quand, à la mort de Roland, les joueurs viennent m'embrasser, ils embrassaient un copain à eux. Hein. Le Darmon business disparaît par l'émotion. Quand on est sincère et qu'on a cette envie, cette émotion qu'on transporte dans ce football, j'existais, je siégeais au conseil d'administration de la Ligue nationale sans droit de vote. Ça n'existe pas. Mais d'ailleurs, Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie, qui intervient dans le doc, dit qu'en fait, son père répétait toujours cette phrase tous les clubs français sont en faillite, mais Jean-Claude Darmon est le plus riche. C'est pourquoi. Donc c'est pour ça, pour la place que vous aviez. Parce que je gérais bien mes affaires, c'est tout. Moi, l'émotion m'empêchait pas de faire n'importe quoi, à n'importe quel moment. Mais président de club. Mais là, ce qui sous-entendait, c'est que Darmon prend le pognon et il le donne pas au club. Évidemment, que c'est ça. Mais la vérité, c'est que j'étais moins con que mes présidents. Pourtant, de société, si je les aimais, mais ils dépensaient plus d'argent qu'il n'en avait à chaque fois. Moi, c'était le contraire. Et j'économisais, comme je suis un ancien pauvre et pas un nouveau riche, l'argent, j'essaie de le garder. Alors Jean-Claude, vous, en plus, vous étiez proche de Claude Bèze. Claude Bèze va devenir l'ennemi juré de Tapie. Tapie va tout faire pour le couler et il va réussir à le couler. C'est vrai. En se servant de son ami Michel Charras, qui est ministre du budget à l'époque de François Mitterrand. Et on sait que Bernard Tapie commence sa carrière politique en étant proche du gouvernement PS. Il va se servir de Charras pour éliminer Bèze. Il va le faire à coup de contrôles fiscaux, de tout ce qui va pouvoir lui mettre sur le dos. Et quelque part, c'est un peu ce qu'il fera avec vous. Avec moi. Alors, c'est quoi? Ça commence avec la caisse noire de Toulon où finalement vous êtes impliqué et il saisira toutes les occasions pour mettre des gens sur votre dos, quoi. On le voit d'ailleurs dans le reportage quand il arrive. De tout perdre, d'ailleurs. Quand il arrive, je viens d'être inculpé, je suis encore en garde à vue. C'est l'ouverture du JT de 20h. Hein. Ouais. Il faut que les gens qui nous écoutent se rendent compte. JT de 20h, ouverture, Jean-Claude Darmon, le grand argentier, machin. Et on vous traite partout. On vous traite de tous les noms, on vous met plus bactère. Hein. Oui, je précise tout de suite que vous êtes totalement blanchi, que vous n'avez rien fait. Hein. Non, d'abord. Au début, on le croit. On se dit, vous êtes mort. Il faut lire la dépêche d'agence de l'AFP. Oui. J'avais créé 12 sociétés écrans. Oui. Là où j'avais mes clubs Bordeaux, Lyon, non, moi je suis tellement con que je ne vais pas au Panama, je ne vais pas, etc. Pas la peine, aux îles Vierges. Je fais là. Et j'ai corrompu mes présidents. Ils me montrent le numéro de chèque, le brigade financière. Hein. Mais c'est non, au nom des clubs. C'est bizarre, ça, un con pareil. Mais là, la démesure médiatique. Mais vous dites que c'est Tapie qui est derrière la démesure médiatique que l'affaire prend? Évidemment, c'est lui-même qui, au moment où il apprend ça, dit si j'ai un mot à dire à Darmon, c'est qu'il manque de chance de tomber sur la brigade financière de Marseille, sous-entendu chez moi, qui est la meilleure au monde, et etc. il vous plombe dans un débat télé parce qu'il est habile dans cet exercice et il vous fait du mal, là. Et tu sais pourquoi? Il vous fait du mal médiatiquement. Le débat, c'est qu'on est ensemble avant de rentrer, et il me dit, ouais, c'est toi qui devrais être président de l'OM, etc. Je te comprends pas, que tu n'acceptes pas. C'est-à-dire qu'il me passe la brosse à reluire, et c'est là où je lui parle de la formation. Ouais. Qu'il faut que la formation. Et là, quand on rentre sur le plateau, l'émission, c'était de Jameau, et il va prendre tous mes arguments. Ouais. Et d'un coup, là, très fort, il m'a baisé. Et donc, je suis obligé de prendre un contre-pied qui limite. Car je parle de la formation, je dis sans formation, on ne peut pas réussir le football. Je vais avoir raison. Mais raison, 30 ans plus tard, 25 ans plus tard. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que vous racontiez là que en fait vous vous êtes parlé avant et qu'en gros il l'a fait à l'envers là-dessus, parce que dans le doc vous dites juste cette phrase: j'aurais adoré être comme lui dans un débat, mais je n'en étais pas capable. Mais or moi, à vous entendre, j'ai l'impression que niveau talent oratoire, vous êtes quand même armé. Mais menteur, je fais pas le poids. Écoute, quand le mec, il est capable de te mentir. C'est déstabilisant, un mec qui ment à ce point-là. Il fait le face-à-face contre Le Pen. Je leur ai dit, il va gagner. Mais il va gagner. Parce que lui, il a compris que le direct est direct et qu'après, quand tu déments, ça vous prend un coup. Qui était le meilleur vendeur alors, Tapie ou Darmon? Moi.
Ça peut être que moi. Et c'est pour ça qu'il vous Non, a mais attaqué sérieux. alors. Sérieux, en tout cas, dans la durée, celui dans la qui est sorti durée, honnête dans la de toute durée, l'histoire, dans la c'est Jean-Claude durée. Darmon, celui Moi, qui a fait de la tôle, c'est voilà, l'autre, hein. et jamais j'ai piqué un... Moi, j'étais pas honnête, hein. J'étais intelligent. Je jouais ma vie sur un marathon. Lui, il jouait sa vie sur un 100 mètres. Il voulait que pendant le marathon, être premier aux 100 mètres. À quoi ça sert? Donc il a brillé, c'est vrai qu'il a brillé. Il était beau gosse, hein. Tout ça, il aurait pu... Un poil d'humilité, un poil de moins bricoleur. De magouille, Jean-Claude. Voilà. Ça, voilà. Ça, personne ne va en parler de ça. Il nous reste un quart d'heure De ensemble. ce qu'il faisait pour. Daniel, il est mort. On passe à autre chose. Bon, le foot français va pas fort. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de droits télé. Quelles peuvent être les éventuelles solutions que préconiserait Jean-Claude Darmon du haut de ses juste sa avant longue les expérience. solutions, avec tout le recul que vous avez eu sur tous les appels d'offres et tout, quand on est arrivé à cette situation-là, du zéro, d'abord juste le constat, nous on a été effarés, ça doit être la même chose, comme arriver à ce résultat de zéro, avec un bordel pareil. C'est hallucinant. Moi j'ai vécu le gré à gré toute ma vie. Et j'avais les négociations de gré à gré. Oui, pardon. Et évidemment, j'avais une fidélité pour Canal. Et quand il y a eu Canal, et après il y a eu la chaîne concurrente de TF1, d'un coup ça m'échappe, on s'en fout. Il y a eu TPS. TPS, pardon. Il y a eu frottement, etc. Et j'ai trouvé moyen de convaincre Lollet et Canal de s'entendre. Pas sur le dos de la Ligue, évidemment. Là, il y a eu un appel d'offres, vous savez. Didier Quillot, qui était donc manager général, a récupéré des offres, dont celle de Mediapro, qui a été mon associé pendant un moment et que j'ai très vite cassé l'association parce que c'était pas clair, donc je ne marchais pas. Dans cet appel d'offres, Mediapro avait gagné 8 matchs pour une somme qui était autour de 700 millions à peu près. Et beIN avait gagné les autres matchs pour une somme de 300 millions à peu près, 260, etc. Donc c'est la fameuse histoire du milliard. Le fameux milliard. Avec des gens qui ne peuvent pas payer. Voilà. Dès lors que c'est comme ça, bon, tout allait bien, sauf que Mediapro craque. Il se trouve avec... Avec le Covid. C'est au moment du Covid. C'est vrai. Il y a le Covid et on ne joue pas. En plus, on ne joue pas. On joue pas. Donc on prend déjà une mauvaise décision. Très mauvaise décision. Très, très mauvaise décision. D'ailleurs, nous sommes les seuls en Europe à ne pas avoir joué. Hein. Ah bah ça, nous, on s'est assez battu avec Jean-Michel Aulas à l'époque, d'ailleurs. Ouais, bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai oublié, mais c'est vrai, Jean-Michel aussi avait pris cette décision. Dès lors que c'est comme ça... Non, lui, il voulait qu'on continue. C'était le seul qui voulait continuer à jouer, Jean-Michel. C'est pour ça que ça m'étonnait. Oui, on est dans le gré à gré. Et comme Canal a perdu, il y a une espèce d'esprit qui se manifeste en disant on est bien content qu'ils aient perdu. Puisqu'ils ont le milliard. Ils doivent se taire. Là, ils sont confrontés, hop, l'autre plonge. Il y a Amazon qui est en compétition, et Amazon, il traite pour 250 millions, 8 matchs. C'est-à-dire encore 10 fois moins cher que nos amis de beIN, qui eux ont 2 matchs. Un le dimanche soir et un autre match sur la semaine. Donc, autre erreur. Deuxième erreur. Troisième erreur. Canal, ne voulant pas montrer qu'il s'était laissé décrocher, gagne auprès de beIN le dimanche soir à 400 millions. C'est-à-dire que Amazon, qui n'a jamais rentré dans le football, avait 8 matchs sur 10, et Canal pour 230 millions, et Canal avait un seul match le dimanche à 400 millions. Alors, que ferait Jean-Claude Darmon aujourd'hui? Il irait voir directement Vincent Bolloré pour lui dire... La c'est de la réconciliation avec Canal, c'est ce que tout le monde attend. Mais évidemment. Oui, mais ils veulent plus. En même temps, si leur modèle économique fonctionne sans ça. D'abord, on aurait pu s'arranger. D'abord, ils s'étaient arrangés. Nicolas Taverneau et Maxime Sadas s'étaient arrangés. Ils étaient encore récemment, là. Oui, ils étaient d'accord. Sauf que à l'arrivée dans son bureau, Nicolas aurait téléphoné à Max pour dire attention, l'accord que nous avons n'a rien à voir avec le procès que nous avons. Oui, il n'a pas voulu retirer la plainte. Et oui, il n'a pas voulu retirer sa plainte. Ils ont encore perdu. Donc là, il y a eu un vrai problème. Et Canal veut une compensation aussi. Tu as raison. Sauf que ils ont spéculé sur le fait que Canal, lors de l'appel d'offres de la Coupe d'Europe, allait perdre. Puisque c'était une affaire exceptionnelle. Non seulement Canal a gagné, mais Canal a payé encore moins cher que s'il payait avant. Daniel, vous me posez la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais moi, au lieu d'attendre la défaite de Canal, j'aurais spéculé sur la victoire de Canal. C'est-à-dire, je dit,
Tiens, s'ils gagnent, c'est maintenant. S'ils perdent, c'est maintenant qu'on va être près d'eux. En disant, vous avez un risque de perdre. Nous, de toute façon, nous, le football, on est prêt à disposition à traiter avec vous, etc. Ils ont fait l'inverse. Et je ne suis pas en train de critiquer les hommes qui sont en place. Ils ont pris des décisions, ils sont face à ces décisions. Mais se priver de Canal et avoir sa propre chaîne, c'était plutôt astucieux. Mais se priver de Canal et de beIN, puisque maintenant, ils se sont privés aussi de beIN. C'est le deuxième associé. Ils sont condamnés quand même à payer parce que. Non, mais là, je parle. On est quand même en plus avec des partenaires qui ne veulent même pas payer les factures. Je parle des 80 et quelques millions que beIN avait, etc. Tu te rends compte? Mais là, Jean-Claude, c'est quoi la situation? Parce que là, il n'y a plus rien. Et puis, il faut bien le dire. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, j'en sais rien. Mais enfin, bon, quand on a un président. Vous avez quand même connu Sadoul, vous en avez connu des présidents de ligue. Oui. Noël Le Graët aussi, qui était très bon. En président de ligue, il était bon, c'est vrai. Oui. Parce que là, celui qu'on a là. On n'est plus du tout dans la même dimension, là. On ne peut pas comparer le monde. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. On est dans le numérique, on est dans des gens de communication permanente. Jean Sadoul était très, très strict, il savait exactement où il allait. Le Graët aussi, même s'il avait une philosophie qui était totalement contraire à la nôtre, puisqu'il considérait que les droits télé devaient être égaux entre le Paris Saint-Germain et Guingamp. Et d'où le combat que j'ai eu contre lui. On avait un combat... De folie, pire que le combat avec Tapi. Non, mais ça, sur la répartition, on est d'accord que c'est impossible que ce soit la même chose. En revanche, l'accord qui avait été trouvé de faire une égalité sur 50%, c'était plutôt intelligent pour que tout le monde puisse vivre. Je suis totalement d'accord. Ça, on est d'accord là-dessus. Totalement d'accord. Mais là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Exact. Parce qu'aujourd'hui, sous la pression des clubs européens emmenés par le PSG, on veut faire crever les petits. Quoi. Daniel, j'avais anticipé, j'avais créé le Club Europe. C'est-à-dire que Canal me payait pour le Club Europe 150 millions par an pour les clubs européens. Et après, comme j'avais des scrupules à priver les 6 autres derrière, je suis retourné vers Canal, j'ai dit, il faut me donner tant de millions pour les autres, parce que dans ces autres, il y aura peut-être des Européens, on ne peut pas les perdre. Ils m'ont dit, ok, d'accord, j'en ai fait 12, puis je suis allé, je dis, attends, c'est honteux, nous, on va laisser les pauvres, allez, donnez-moi. Donc, des clubs comme Auxerre et tout touchaient peut-être 3 fois moins. Mais il touchait. Ah ouais, donc vous retourniez à chaque fois. Mais oui. Pour gratter, quoi. Mais oui. Le Club Europe, en fait. Mais j'ai cru, et le Club Europe, dont j'étais éreinté, à sauver le football français. On n'avait aucun résultat tant qu'on n'avait pas le Club Europe. Parce qu'on avait l'argent, on pouvait avoir nos joueurs. Franchement, entre nous, nos joueurs, on est un pays du tiers-monde. Tous nos joueurs français de qualité opèrent à l'étranger. Mais comment c'est croyable, ça? Comment c'est possible? Parce qu'on ne peut plus les retenir. De toute façon, là, c'est fini, il y a zéro. On n'a pas de droit télé, la fiscalité, etc. Et vous pensez qu'il y a encore des trucs à inventer? Niveau marketing, niveau pub, niveau vente, puisque vous avez vendu toute votre vie? Franchement, je ne sais pas. Dans mon documentaire, je dis que le seul moment de gloire que j'ai quand je me retrouve seul avec Darmon, c'est de dire, tu vois, en 25 ans, ils n'ont rien inventé depuis que je suis parti. Bon, on va se quitter là-dessus. Jean-Claude, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci de cette émission que je suis quelquefois quand je suis réveillé. Et vous ne chantez pas, vous finissez pas en chanson. On a vu dans le doc que vous chantez bien et on l'a vu aussi. Ça, vous chantez bien à l'église. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je vous chantais? Chanter du Johnny, vous adorez ça. Oui. Bon, Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit, je vais me coucher car c'est l'heure. Merci de m'avoir reçu. Au revoir, messieurs. Merci Jean-Claude.